à tout le monde. On espère que ça va bien et que vous nous entendez bien, tabarnouche. Oui. Bienvenue à Équilibre numérique. C'est cool, notre 5e épisode déjà. Hello, bonjour. Ton micro devant ta bouche. Oui, c'est vrai, sinon je vais déjà me faire chicaner. Je vais déjà me faire chicaner, puis on commence, tabarnouche. Ça va pas bien. Comment tu vas? Ça va super bien, toi. Ça va bien, j'ai eu quelques petits soucis de santé, on va vous en jaser un peu parce que ça fait quand même un bon mois et demi qu'on n'a pas eu d'épisode d'équilibre numérique. On est bien content de vous retrouver à la fin du mois d'avril, juste au moment où le printemps se pointe le bout du nez un peu partout au Québec. Ouais. Oui, ça va faire du bien au moral à plusieurs personnes qui nous écoutent potentiellement en ce moment, donc c'est très cool. Pour les besoins de la cause, en fait, je vous souhaite la bienvenue à ce 5e épisode d'équilibre numérique et je vous rappelle pour ceux qui l'écouteront en différé que nous avons également la possibilité de suivre le podcast en direct. Donc, il y a des gens déjà qu'on voit qui actuellement nous écrivent et qui, justement, tout au long du podcast pourront poser leurs questions aussi. Donc, n'hésitez surtout pas, on essaie d'interagir avec vous tout au long. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets à aborder. Oh yes, on a une couple de sujets là, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on a un sujet principal qui aujourd'hui va être les fraudes. Les fraudes sur Marketplace et toute autre plateforme qu'on utilise. C'est sûr qu'avant ça, on a un autre sujet qu'on voulait aborder là, aujourd'hui. Je pense qu'on peut déjà plonger dedans. Écoute, je te laisse aller, t'es comme déjà décollé. Je suis déjà décollée. Je te laisse aller vers ça. C'est rare, mais aujourd'hui, j'ai des notes. Fait que pour ceux qui nous voient en live ou qui vont écouter la diffusion sur YouTube, là, j'ai mon petit iPad. J'ai jamais eu ça durant un épisode, mais là, je l'ai amené parce que j'avais quand même des notes. L'équilibre numérique devient de plus en plus sérieux. Là. On est rendu avec des notes et tout, on est prêt. Je suis enfin une vraie podcasteuse avec ses notes. Fait que oui, le premier sujet aujourd'hui qu'on voulait aborder, c'était par rapport à l'autisme, parce qu'on a un gentil ami aux États-Unis qui est le secrétaire à la santé et aux services sociaux, qui a sorti en grande avec des... Je vais dire ça comme ça, je vais dire des faussetés par rapport à l'autisme. Des propos particuliers. Puis en fait, le pourquoi on vous ramène l'autisme aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi en parler du fait que dans l'épisode 3, si je ne me trompe pas, ou 2, on avait parlé en grand un peu de qui nous sommes un peu plus, on avait été un petit peu plus loin, puis Hello, tu avais justement parlé que toi, de ton côté, tu avais, l'autisme faisait partie de ta vie depuis toujours, dans le fond. Oui, depuis toujours, mais avec un diagnostic là, à l'âge de 32 ans, finalement, oui, que j'avais été chercher mon diagnostic avec des spécialistes parce que, c'est ça, je voyais bien que je fonctionnais un peu différemment de la masse, de beaucoup de gens qui sont neurotypiques, dans le fond. Ouais. Fait que j'avais été chercher des réponses à mes questions. Tu sais, c'était-tu, est-ce que c'est de l'autisme, est-ce que c'est autre chose? Puis finalement, c'est ça. Avec le spécialiste que j'ai rencontré, tous les tests qui ont été faits, là, c'est ça qui m'avait diagnostiqué sous le spectre de l'autisme. On n'utilise plus le terme Asperger aujourd'hui pour... Mille et une raisons. On ne se lance pas là. Le terme n'est plus vraiment utilisé. Il y en a encore pour qui ça va sonner le cloche puis ça va un peu dire où ça se trouve. Mais à ça, c'est plus comme des nouveaux tirs. Je pense qu'en fait, ça évolue avec le temps, au même titre que l'autisme, il y a quelques années, était très méconnu. Maintenant, de plus en plus connu, puis c'est parfait comme ça. Tout évolue, puis on gravite autour de ça, puis c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus se lancer dans des débats éthiques ou dans des débats comme ça au niveau de l'autisme, mais il y a quand même quelque chose qui, au niveau éthique, au niveau des valeurs que nous, on entretient, mais aussi de la Fondation des gardiens virtuels à travers le podcast Équilibre numérique qu'on entretient. La Fondation, ça veut être une balise en ligne, être un peu un phare quand il fait noir pour justement trouver une place toujours où est-ce qu'on peut trouver du contenu qui est réel. Et justement, par rapport à ce qu'on veut vous amener, c'est juste de faire attention à ce qu'on voit en ligne, parce que je vais te laisser aller un petit peu avec cette aventure-là. Comme tu parles, il y a un créateur de contenu, des fois, il y en a qui sont pas toujours bien intentionnés. Et ça peut être problématique rapidement. Si on commence avec ce que le secrétaire à la santé et aux services sociaux a dit aux États-Unis, c'est RFK Jr. Moi, je ne le connaissais pas. Parce que moi, je vais être bien honnête avec vous, je ne suis pas vraiment la politique aux États-Unis. Je ne sais pas vraiment, je sais qui est le président présentement parce que ça a été très médiatisé, mais outre ça, je vais me concentrer sur la politique de mon pays. Puis on s'entend que c'est très médiatisé encore. On veut encore une fois pas se lancer dans un débat politique, mais il y a quand même un aspect qu'on veut vraiment toucher aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, cette personne-là qui est le secrétaire à la santé aux services sociaux, lui, il clame que l'autisme, dans le fond, c'est une maladie. Déjà en partant, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui se soigne.
Ouais. C'est pas, tu nais comme ça, puis c'est vraiment, c'est au niveau du cerveau. Tu as les neurotypiques, les neuroatypiques, ben, C'est une réalité, en fait. Oui, c'est une réalité. Mon cerveau fonctionne différemment du cerveau de quelqu'un qui est neurotypique, tout simplement. Fait qu'on a chacun nos réalités, notre manière de voir le monde, notre manière de comprendre des signaux sociaux de bon. Fait que ce n'est pas une maladie, je tiens à le rappeler. Fait que cette personne-là dise que c'est ça. Puis selon lui, c'est causé soit par les vaccins ou par des facteurs environnementaux et qu'il y ait des toxines qui se trouveraient dans l'environnement qui ferait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont autistes, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que si on en voyait de plus en plus aujourd'hui, et de un, dans le temps, on va remonter, ce n'était pas diagnostiqué tout simplement. Exact. Ben, c'est sûr, parce que c'était pas aussi accessible au niveau de plusieurs spécialistes, je veux dire, de cette façon-là, qui justement vont être capables de reconnaître les différents indices, les différents points marquants du fait de, ben, peut-être que c'est ça ta réalité à toi, tu sais. Puis tu as parlé de quelque chose qui est intéressant, c'est que l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on peut médiquer en soi. Il n'y a pas de pilule que, oh, c'est guéri, puis ça va bien. C'est quelque chose qu'on peut, bon, potentiellement que la personne autiste peut s'adapter à son environnement ou s'assurer d'avoir un environnement qui est adapté à sa réalité. Mais est-ce que ça se médique? Écoute, je suis non, autiste, mais... Pas une ben, ça se médique-tu? Oui, puis non. Ça, je vais nuancer ce côté-là, mais je vais commencer en parlant que c'est pas une maladie, ça s'attrape pas. Je veux dire, c'est pas parce que j'embrasse quelqu'un qui devient autiste. C'est sûr que, par exemple, il y a un côté génétique à ça, fait que ça peut se transmettre d'une génération à l'autre. Mais encore là, c'est justement, en voulant dire, tout ce qui est génétique peut se transmettre. Fait que, un gène que je porte va se transmettre, mais ce n'est pas une maladie en soi. Est-ce qu'on peut être médiqué? Ben, médicamenté. Ouais. Je vais utiliser les bons termes. Est-ce qu'on peut être médicamenté pour ça? On va être médicamenté surtout pour les comorbidités qui se joignent à l'autisme. Fait que l'autisme en soi, c'est une chose. Tout ce qui gravite autour, en fait. Mais, oui, c'est ça. Ce qui gravite autour de l'autisme, on va parler de comorbidité, on va parler de troubles d'anxiété généralisée, on va parler de dépression, on va parler de TDAH, qui sont des... Ouais. Pour nommer que juste ceux-là qui sont des comorbidités. À ce moment-là, oui, il y a moyen d'avoir de la médication pour ça. J'en ai, moi, pour gérer mon trouble d'anxiété généralisée. On peut avoir aussi de l'insomnie qui est causée aussi, qui est une comorbidité à l'autisme. Je suis aussi médicamentée pour ça. Fait il y a certains aspects que je peux venir m'aider à pallier, mais l'autisme en soi, ça se guérit pas. Ce n'est pas une maladie. On ne guérit pas ça. On apprend à vivre avec. Quand on est conscient des défis que l'autisme va nous apporter, on est capable justement de véhiculer l'information aux jeunes de comment on se sent, de comment on est, de quelle situation nous met peut-être moins à l'aise. On vient conscient de notre environnement puis de se dire, j'irai pas me garrocher dans quelque chose qui va vraiment me causer des gros malaises, je vais essayer de les éviter, ou les gens autour de moi vont faire plus attention. Moi, je l'ai déjà dit, les contacts physiques, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Les gens qui le savent font vraiment attention. C'est pas les gens vont pas se garrocher me faire un câlin quand ils me voient parce qu'ils savent que ça me cause un malaise. Fait que c'est quelque chose, justement, qu'on est capable de s'arranger pour avoir un environnement plus propice quand on est conscient dans le fond, qu'on est sous le spectre, qu'est-ce que pour nous, c'est quoi nos enjeux, parce que c'est personnel à chacun. Puis c'est parce qu'en fait, le spectre de l'autisme vient rarement seul aussi. Tu sais, souvent, tu as parlé de comorbidité, excusez-moi, en fait, pour verbaliser, pour monsieur, madame, tout le monde qui pourront écouter ce podcast-là, en fait, je pense que c'est important de le mentionner que souvent, ça ne vient pas nécessairement seul, ça vient avec beaucoup de, je peux-tu dire le mot symptôme? Je pense que je peux le dire, mais de réalité qui va justement s'appliquer au niveau, est-ce que, tu as parlé d'insomnie, mais ça peut être l'anxiété, ça peut être un TDAH, il peut y avoir plusieurs diagnostics ou non, qui gravitent autour aussi, et qui font partie de la réalité de vie de cette personne-là. C'est pas comme une grippe qu'on attend que ça passe. C'est une réalité qui est permanente, puis qui fait partie de nous, en fait. Ça fait juste partie de la personne qu'on est. Et justement, d'apporter ça comme un petit peu notre ami aux États, ben, peut-être que c'est pas quelque chose qui est d'une façon positive de l'entendre ou d'en parler. Et c'est surtout pas quelque chose qui est positif aussi au niveau de la réception de la population, à mon avis. Puis c'est ça qui
pas qui fait peur, mais qui fait peur, mais qui est surtout particulier en 2025 d'entendre des propos comme ça dit à une grande échelle. Oui, c'est ça. Puis, ça, on s'entend que l'autisme, si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger, soit dans les commentaires, peu importe, mais de mémoire. Ouais. Il me semble que les premiers, on va dire, cas d'autisme ont été diagnostiqués dans les années 70. Fait que, ça fait longtemps et pas longtemps en même temps. Ouais. Fait que, il y en a quand même beaucoup qui avaient déjà passé sur le radar. Et si on parle de l'autisme au féminin, encore là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer à cause du masking, à cause de l'habileté de la femme à pouvoir faire justement son masking extra facilement pour pouvoir blender, puis que depuis la jeune enfance, les filles en général vont beaucoup faire du jeu symbolique. Fait que, c'est quelque chose qui rend ça un peu plus facile pour nous de passer un peu sous le radar. Là, il y a des spécialistes qui se sont penchés là-dessus. Et quelle bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle. Fait que, les tests sont vraiment ciblés pour les femmes à ce moment-là. Fait que, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus des autismes avec des gens qui vont avoir leur diagnostic parce que les tests sont toujours un peu plus poussés. Oui, il y en a plus, mais veux pas, je veux dire, moi, je peux passer ce gène-là à mes enfants. Ma soeur, elle en a 2 sur 3. Elle est autiste, elle a 2 enfants sur 3. Eux autres aussi vont le passer. S'ils ont des enfants, il y a grande chance qu'ils passent ce gène-là. Fait que c'est sûr qu'exponentiellement parlant, dans le monde, plus on en diagnostique, plus après, puis que ces gens-là sont conscients qu'ils sont, après ça, ils vont voir dans leur enfant certains comportements qui vont les amener aussi à aller chercher un diagnostic qui va faire que, oui, fait tu sais, notre dude aux États-Unis, pour lui, c'est épidémique, là, présentement. C'est pour ça que lui considère ça comme une maladie, parce que c'est épidémique, parce qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a de plus en plus parce que c'est juste plus diagnostiqué qu'avant, tout simplement. Et c'est là, en fait, que je veux ramener aussi qu'au niveau, ici au Québec ou au Canada même, on a quand même cette chance-là où est-ce que j'ai l'impression, en tout cas, et tu me reprendras si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'acceptabilité en société ou en groupe, c'est plus facile de s'intégrer, même si on a une réalité comme l'autisme, ou peu importe tu sais, moi je veux dire, j'ai un TDAH, j'ai un tag, un trouble d'anxiété généralisée, puis pourtant je suis capable de quand même tirer mon épingle du jeu, être capable de placer mes pions de la bonne façon, et les gens sont beaucoup plus à l'écoute qu'il y a probablement quelques années, parce que même que dans plusieurs pays qui sont peut-être moins industrialisés, moins accessibles justement à connaître la réalité de chaque personne, mais aussi quand on a des propos d'un dirigeant. Je veux dire, c'est quand même une figure de proue de nos voisins du Sud. Fait que tu te dis rendu là, tu sais, je veux dire, au niveau de l'acceptabilité, on repassera. C'est pas la même réalité, je pense. Non, puis on s'entend que cette personne-là a 71 ans. C'est pas la même génération que nous aujourd'hui. Non, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup un facteur générationnel, justement, parce que c'était tellement peu diagnostiqué il y a quelques années. Ouais. Tu sais, je fais juste penser à ma mère qui a 60 ans, puis pour elle aussi, elle n'avait pas nécessairement le discours que lui a, mais tu sais, qu'elle me disait, je comprends pas qu'il y en a autant à cette heure, il n'y en avait pas dans mon temps, puis j'étais comme, oui, mais maman, c'était juste pas diagnostiqué avant. Ben oui. Je veux dire, quand moi j'étais jeune, c'était pas diagnostiqué vraiment chez les jeunes. Les jeunes étaient différents, ils étaient juste TDAH, puis on lui donnait du Ritalin, mais tu vois, une journée, ça finissait là. C'était à peu près la seule chose qui était diagnostiquée. J'ai l'impression qu'on était vraiment plus dans les extrêmes. Tu sais, moi, j'ai un TDAH, puis pourtant, je suis pas tout le temps après de mouver comme ça, mais il y a beaucoup d'autres traits du TDAH qui me vont directement, tu sais, qui fit avec moi, excusez-moi l'anglicisme, mais qui vont fitter avec moi. Dans le temps, si on parle du TDAH, la personne qui était diagnostiquée, c'est parce que c'était la personne qui n'était pas capable de rester assise, puis qu'à l'école, probablement, ou souvent, elle avait des difficultés qui étaient différentes des autres élèves. Ouais. Et c'était vraiment plus par la différence qu'on diagnostiquait que par la réalité de vie d'une personne. Je pense que cette phrase-là, est magique pour comprendre un peu l'acceptabilité des services maintenant. Et ça, c'est, à mon sens, la beauté d'être ici. Oui, c'est ça. On est chanceux aujourd'hui d'avoir autant de spécialistes qui se sont penchés sur ces troubles-là. Puis, ils travaillent encore, même encore aujourd'hui, même si on a des tests pour le diagnostiquer, ça continue quand même à chercher des façons de le diagnostiquer différentes parce que chaque personne est différente, chaque personne qui arrive avec son trouble est différent. Ouais. Ils vont vraiment tout le temps un pas plus loin, même avec les enfants aujourd'hui, parce qu'ils ont réalisé que diagnostiquer une femme autiste est différent d'un homme. Ben là, pour les enfants-filles, ils sont en train de se pencher sur des tests différents aussi. Fait c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus. Juste parce que les adultes sont diagnostiqués, ont une connaissance de
leur diagnostic puis qu'ils vont pouvoir voir dans leur enfant. Après ça, si l'enfant aussi cote là-dedans. Fait que ça va être juste... C'est sûr, ça va être exponentiel, mais c'est pas parce qu'il y en a plus, c'est juste parce qu'on est plus conscient. Puis à mon sens aussi, le fait d'avoir un diagnostic ne devrait pas être quelque chose qui appose une étiquette, mais au contraire qui appose ben, cette personne-là a une réalité et je me dois d'être ouvert à sa réalité. Et c'est pas une étiquette de porter ce jeune-là est en exemple, cet élève-là, cet enfant-là, sur de TDAH ou d'autisme, ben, je vais adapter mes cours ou ma façon d'enseigner si je suis enseignant, comme si je suis un adulte responsable, je vais m'assurer de m'adapter à sa réalité et à son besoin. Et c'est là la beauté de la diagnostic, à mon sens. Ça ne doit jamais être utilisé comme une étiquette, ce qui a déjà, ou même encore, malheureusement, à mon avis, est encore le cas pour plusieurs personnes ou même plusieurs professionnels. Et c'est là qu'on fait face à un backsplash potentiel de oh, on va trop loin avec ce diagnostic. Ça ne doit pas devenir une étiquette ou un handicap. C'est pas une étiquette, c'est une manière de s'adapter à la réalité de cette personne-là. Tu sais, comme, je donne encore l'exemple extra facile de moi qui n'aime pas se faire toucher. Si les gens le savent, ils le font pas. S'ils le font pas, je me sens bien. Je suis correct. Tu sais, je ressentirais pas, je me sentirais pas dans une situation où je n'aime pas être. Puis il y a 1 million d'autres situations où j'aime pas être, mais le fait que moi, que je sache mon diagnostic, que je comprenne qui je suis, ben oui. Je suis capable de l'expliquer aux gens, je suis capable de dire, moi j'ai un diagnostic comme ça, moi je suis neurodivergente. Fait que dans des situations X, Y, Z, je suis pas à l'aise. Fait que je demande pas aux gens de changer une soirée au complet parce que je suis là, je demande juste, écoute, qu'on se voit, pas nécessairement me faire de câlins. Il y a certaines personnes avec qui je suis à l'aise d'avoir un câlin vite fait, ça m'appartient. Mais il y en a que je voudrais même pas lui serrer la main parce que c'est pas quelque chose que moi je suis à l'aise de faire à la base en général. Fait que je vais y aller avec ce que je suis à l'aise. Les gens respectent la partie où moi je suis à l'aise. Mais je suis pas en train de changer le monde au complet autour de moi. Je suis juste capable de mettre mes limites plus facilement parce que j'ai une connaissance, je me connais mieux que je me connaissais avant un diagnostic. Avant, j'essayais d'expliquer aux gens que j'aimais pas ça, puis les gens étaient comme, ben voyons, nanana, parce que le moule social est fait que, tu dois fitter dedans, tu dois fitter dedans, mais non, mais ça m'empêche quand même pas de fonctionner en société, de mon côté à moi. Je sais qu'il y en a qui ont des troubles, mettons, qui sont sous le spectre, que c'est un peu plus lourd, ça peut être plus difficile en société que moi. Mais encore là, je pense qu'on a un devoir de société de respecter les limites de ces gens-là. Ben oui. Puis d'être ouvert à ces limites-là, à cette réalité-là. Oui. Puis mon devoir en tant que moi, personne qui est sous le spectre aussi, c'est de pas nécessairement... Tu sais, j'irais pas, exemple, à une place si... Tu sais, je sais que le bruit, ça peut devenir très agressant pour moi. Ouais. Rapidement. Je vais pas... Si je décide, moi, de m'en aller dans une situation où je sais que ça va être bruyant, où je sais que je vais avoir trop de stimuli, ça m'appartient. Ça va être à moi de me retirer quand ça va être trop. Je ne vais pas commencer à aller dire aux gens, ben là, baissez le son, arrêtez de crier, arrêtez de vous énerver parce que je suis overstimulée. Je vais me retirer. Fait que ça, c'est ma partie à moi qui m'appartient en tant qu'être humain. Fait que je suis capable de dire aux gens, ma limite est là. Mais eux ont le droit quand même. C'est ça la beauté, en fait, de ta réalité ou de la réalité de peu importe la personne, diagnostiquée ou non, c'est qu'en fait, on a des limites, puis les limites ne seront pas nécessairement les mêmes dans un événement qu'avec des membres de ma famille, qu'avec des amis, qu'avec un partenaire ou une partenaire dans mon intimité. C'est pas la même game, toutes ces étapes-là. Et d'établir des stratégies, je dois me retirer un peu, ça appartient aussi à cette personne-là qui va reconnaître sa limite. Et c'est là l'importance d'écouter ces limites-là. Et je reviens à la base de ce qui a été mentionné par cette personne-là aux États-Unis. C'est quelque chose qui, à mon sens en tout cas, vient tout à l'encontre de ce que je viens de dire là. La reconnaissance d'être une personne unique avec ta réalité à toi et auquel tu dois mettre des stratégies pour t'adapter à ta réalité, pour toi être bien en tant qu'être humain. Puis en 2025, ben, je trouve ça triste qu'on en soit encore là. Puis ça, c'est mon humble avis de Sam, possiblement l'intervenant, le créateur de contenu des gardiens virtuels, mais de l'autre bord, je trouve ça triste qu'on ait cette fermeture-là alors que c'était des choses qu'on ne considérait pas nécessairement gagnées, mais qu'on avait une accessibilité plus haute. C'est plate que des dirigeants, possiblement, comme tu as dit, d'une autre génération, ne soient pas au même stade, au même niveau à cette ouverture-là. Non, puis c'est triste quand ces gens-là ont une aussi grosse, là, je vais le dire en anglais, un aussi gros reach de leur
de leur discours, que leur discours puisse porter autant, versus, je vais dire, nous autres qui avons notre petit podcast. À petite au échelle, Québec, à petite mais échelle, qu'on a un discours X, mais que ces gens-là qui ont des discours qui sont, selon moi, erronés. Ouais. Une aussi grosse plateforme pour le véhiculer, puis qu'il y ait comme personne qui puisse vraiment des fois rien faire pour contrecarrer ça, c'est lourd. Fait que je pense que notre devoir de société, nous aujourd'hui, on vous véhicule ça. Puis je pense que l'important après ça, c'est que les gens puissent continuer à véhiculer cette information-là de personne à personne. Exact. Oui, on est à petite échelle, mais plus on va être de personnes à véhiculer la bonne information, plus ça va se rendre loin. Je pense qu'il y a un pouvoir de masse rendu là. Je me dis que l'effet de notre podcast, si on touche une personne qui comprend un peu mieux cette réalité-là, mais je me dis qu'on a gagné. Ouais. On a gagné quelque chose. À petite échelle, peut-être, on aura gagné quelque chose. Une personne à la fois. Oui, exactement. C'est de sensibiliser. Donc, on voulait quand même faire un aparté, même si, à la base, notre sujet principal de notre podcast, c'était pas nécessairement d'aller vers là, mais on voulait absolument faire cet aparté-là qui était, en tout cas, à mon sens, au niveau de nos valeurs, qui était primordial de faire dans ce podcast-là. Oui. Puis, ce qui va être aussi un petit tremplin là, vers notre sujet principal. Oui. Parce que oui, on parle de notre sujet principal aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est les fraudes sur de multiples plateformes. Mais on a un petit cas à parler avant. Oui. On va pas nommer c'est qui. Je vais demander aux gens qui sont dans notre chat aussi s'ils reconnaissent de qui je parle. De ne pas l'écrire. De ne pas l'écrire, de ne pas le nommer. Le but, c'est pas de... Je veux pas donner de visibilité à cet individu-là. Et on va pas bâcher sur quelqu'un, c'est pas non plus le but. Mon but, c'est pas de bâcher parce que je trouve que éthiquement parlant, ça se fait pas. C'est ça. C'est pas notre... On va éviter de le nommer de quelconque façon. C'est un créateur de contenu sur TikTok qui est quand même très controversé, je dois dire. Moi, ça fait un moment que je le suis, mais je le suis pas directement sur son live, à lui, sur son direct. Quand il en fait, je le suis souvent par les vidéos. Je vais le suivre à travers d'autres créateurs qui publient un peu son contenu. Fait que je suis capable un peu de suivre qu'est-ce qu'il fait durant ses directs. Et cet individu-là a commencé à jouer la carte de l'autisme pour excuser certains comportements qu'il avait. Premier point que je veux dire, je suis pas ici pour valider ou invalider ou dire s'il est autiste ou non. S'il est autiste ou pas. C'est pas un point que je veux aller. S'il y a un diagnostic, parfait. S'il n'y a pas de diagnostic, puis qu'il pense qu'il est autiste, ça lui appartient. Ça lui appartient. Mon discours ne sera pas pour invalider cette personne-là. Mon discours est surtout pour dire que, tu sais, en tant que personne autiste, moi, quand je l'écoute parler, puis que je l'écoute excuser des comportements qu'il a là-dessus, parce que là, il joue cette carte-là vraiment at large. C'est quelqu'un qui est extrêmement violent dans ses propos. 2 minutes après, il va s'excuser sur son autisme. Après ça, c'est quelqu'un qui est très contrôlant envers les gens autour de lui, qui est très abusif envers sa conjointe, mais il va excuser ça sur son autisme aussi. Ouais. Tu sais, ce que je veux amener dans cette intervention-là, c'est de dire, écoutez, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il l'est pas, ça ne me regarde pas. Mais, en tant que soit créateur de contenu, en tant qu'individu, en tant que... Je veux pas que les gens qui écoutent ça pensent que l'autisme cause ce genre de comportement-là. C'est là où je veux en venir. C'est de dire, l'autisme n'est pas une excuse pour avoir des comportements, je vais le dire, crus, mais de mal. Ben oui. Je veux dire, je suis autiste et je ne suis pas en train d'avoir de la violence psychologique envers mon partenaire. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas une excuse et cette personne-là se sent beaucoup de cette carte-là aussi pour venir extorquer de l'argent et des cadeaux sur TikTok à sa communauté qui est majoritairement, on va se le dire, des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. Ben oui. Oui, il y a des adultes au travers, mais des fois, c'est aussi des gens qui sont un peu, tu sais, dans des situations peut-être difficiles dans leur vie aussi, puis qui vont se rattacher à lui en se disant « Ah, ben, tu sais, il fait pitié, je vais lui donner, tu sais, des cadeaux pauvres petits, tu sais, il est autiste, mais en même temps, je suis comme, est-ce que moi, en tant que personne autiste, j'ai envie, je ne vais pas aller chercher la pitié des gens parce que je suis autiste. Je pense pas que je fais pitié parce que je suis autiste, je m'en sors, tu sais. Puis c'est pas dans cette optique-là qu'on en parle aujourd'hui non plus. Non, parce que je veux dire, oui, il y a des gens qui vont trouver ça peut-être plus difficile que moi. Ouais.
Puis honnêtement, si vous avez besoin d'en parler, je suis là. Genre, moi, je le dis toujours que les gardiens virtuels sont là aussi. Les travailleurs de rue numérique, là, le service qu'on offre chaque soir entre 19h et 22h, c'est exactement à ça que ça sert. Si on se questionne, si on a besoin d'en discuter, si on a besoin de jaser avec quelqu'un qui va être neutre mais professionnel, c'est exactement ça que ça sert. Mais de l'autre côté, on ne dit pas ça aujourd'hui pour, comme tu disais, amener un capital de sympathie. C'est pas le but. Là. Le but, c'est de vous sensibiliser aux réalités. Puis je pense qu'on peut parler, ben là, on parlait de TikTok, d'un créateur en particulier, mais on peut généraliser pour. Je ne veux pas généraliser pour tout le monde, mais il y a plusieurs créateurs de contenu qui vont utiliser un peu le chantage émotif, que ce soit avec un diagnostic erroné ou non. C'est pas à moi de le décider, de voir si le diagnostic est vrai ou non, mais que ce soit avec un diagnostic ou avec autre chose, du chantage pour avoir des cadeaux et des trucs comme ça, c'est une triste réalité en ce moment que plusieurs personnes se font embarquer aussi. Et c'est de là qu'on voulait aussi, en s'en allant vers notre fraude en ligne et tout, mais ça en fait potentiellement partie. Je ne veux pas parler contre aucun créateur de contenu, mais il faut toujours, en tant que des consommateurs de contenu vidéoludique, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Netflix, on est des consommateurs de contenu vidéoludique. Et c'est facile de tomber dans... Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont envoyé à coût de 100 et 100 et 100 dollars, des centaines de dollars à des créateurs de contenu, et qui, au bout de la ligne, étaient comme, hey, il m'a bien eu. J'étais sûr que ça allait vraiment l'aider, puis finalement, le lendemain, il est encore en live en train de dire que ça va tomber pas bien. Oui, mais tu sais, la personne que je te parle, c'est le genre de personne qui va faire pitié pour avoir des sous, mais que cette personne-là, elle s'achète un paquet d'affaires, puis qu'après ça, elle flash son salaire qu'elle a fait dans l'année sur TikTok et qu'elle a fait plus que la majorité des Québécois, mais qu'elle continue quand même à dire je fais pitié un peu. Je fais pitié, vous devez, tu sais, puis cette personne-là est comme moi, c'est mon travail, vous devez me payer, vous devez me donner de l'argent. Moi, je suis autiste, je ne peux pas travailler. T'sais, il se considère Asperger, soit dit en passant, je suis, mettons, dans la même catégorie que lui, si on veut. Je travaille, je suis coiffeuse à temps plein. Ça ne m'empêche pas de travailler. Peut-être que lui ne pourrait pas faire le travail que moi je fais, puis je ne demande pas de devenir le coiffeur. C'est pas fait pour tout le monde. En même temps, il y a d'autres personnes qui vont avoir le même diagnostic que c'est complètement impossible de penser d'avoir une routine puis de travailler. Oui, mais c'est correct. Puis des fois, tu vas pouvoir travailler de la maison, mais moi, je me dis, si tu es capable de passer 18 heures par jour sur TikTok à quêter, tu es capable d'avoir au pire un travail en télétravail, que ce soit de rentrer des données. Tout simplement, sans avoir de contact avec personne, sans avoir besoin d'avoir un contact avec les gens. Avec l'ouverture au télétravail, c'est facile de s'intégrer dans ce genre de milieu de travail-là, entre guillemets. C'est plus facile. C'est vrai qu'il y a une accessibilité qui est vraiment plus là maintenant. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de l'entendre dire ça et de l'entendre dire que les gens qui consomment son contenu, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il ne crée pas grand-chose. On n'ira pas dans le jugement, on va pas aller dans le jugement. Quand ton seul contenu, c'est juste de dire que les gens doivent te payer, puis de donner des cadeaux, que les gens te doivent de l'argent, puis que j'ai de la misère à appeler ça de la création de contenu. Mais c'est facile d'embarquer les gens, justement, tu sais, qui sont... Oui, le capital sympathie des gens, des fois, qui sont justement dans des situations moins faciles dans eux-mêmes dans leur vie, puis qui disent « Oh mon Dieu, je vais l'aider parce qu'il fait pitié. » Oui. Puis, tu sais, en fait, c'est d'aller vers la bonté des gens, puis d'en abuser. Moi, personnellement, c'est contre mes valeurs d'aller vers là. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Puis c'est de là qu'on voulait faire un peu notre transmission vers notre sujet principal, mais de dire qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont être dans le besoin. Je connais des créateurs de contenu que j'ai personnellement moi-même aidé, que j'ai pu donner un coup de pouce justement pour les aider à sortir d'une passe qui était peut-être, qui était plus difficile à ce moment-là. Et je sais que ça a pu les aider réellement. Mais de l'autre côté, il y a des réalités qui, des fois, il faut faire attention quand on ne connaît pas l'individu. On va en parler tantôt, mais quand on parle dans les fraudes, quand on ne connaît pas l'individu, ben, quand il ferme son live, je ne sais pas s'il pleure encore, là, parce que ça va dormir pas bien. Donc, il faut faire attention au chantage émotif. C'est une belle stratégie que les fraudeurs et même plusieurs créateurs de contenu vont utiliser. C'est facile de tomber dans le panneau. Oui, vraiment beaucoup. On va tomber dans notre sujet principal tranquillement. Ben oui, je vais faire une passe sur la palette pour faire l'opening de ce sujet parce que je pense qu'on est dans un moment de l'année, si vous suivez un peu les sports. Oui, qu'on aime. Présentement, on a une équipe ici au Québec qui fait les séries. J'ai enlevé le chandail de mon studio tantôt parce que je voulais rester neutre quand même dans le podcast, mais j'étais un bon fan de hockey, puis en ce moment, ben, on a justement les séries de hockey et tout.
Et je voulais donner cet exemple-là. En fait, le sujet du jour, c'est vraiment les fraudes en ligne. Bon, je vais nommer Marketplace, on a nommé que celle-là, mais il y a plusieurs plateformes de vente qui existent. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que je connais quelqu'un, en fait, qui en ce moment a vécu une fraude assez majeure pour avoir des billets pour un match des Canadiens de Montréal en série. Et je vais le nommer comme ça. On s'entend qu'en série, des billets, c'est à coût de 2, 3 puis 4 000 pour une paire pour être capable d'aller voir avec des bonnes places la partie en série. Tu sais, en ce moment, la fièvre des séries se fait sentir, puis les gens sont vraiment comme très, très, très. C'est intense. En bon québécois, sont bien hype, là, sont bien excités d'aller dans ces parties-là. Et parfois, on est tellement excités de trouver quelque chose à bon prix qu'on ne se pose pas nécessairement toutes les bonnes questions. Et cette personne-là, en fait, a dit hey, j'ai une paire de billets quand même assez bas pour 800$. C'est malade, d'habitude, les billets coûtent ça pour un billet à peu près. Ah, et un billet 800, là, t'es dans le 400, là, t'es dans le top. Oh oui, J'en ai vu. T'es pas en bas d'un rouge, là. Donc, la personne a dit, ben écoute, je te fais le transfert, est-ce que tu peux m'envoyer une preuve que tu as bien les billets? Puis la personne a vraiment envoyé un screenshot avec les billets, avec la date Centre Bell. Fait que la personne a dit, bon, parfait. Donc, je vais envoyer mes sous, envoyer les sous par virement Interac, et a malheureusement jamais reçu les billets. C'est facile de se faire avoir, parce que c'est pas une plateforme officielle, c'est quelqu'un sur Marketplace qui avait des billets des Canadiens de Montréal à vendre, et c'est pas la seule personne qui s'est fait avoir. Il doit y avoir à peu près 20 personnes qui ont acheté les mêmes billets en même temps. C'est quoi le pire souvent? Ils vont vendre vraiment la même paire à 10-15 personnes, puis c'est le premier qui va arriver au Centre Bell puis qui va faire scanner ses billets qui va rentrer. Là. Ça, je l'ai vu avec des billets de spectacle, là, parce que je vois quand même dans beaucoup de shows métal à Montréal, et j'ai eu des gens qui m'en ont parlé de ça, parce que moi-même, j'ai déjà vendu un billet là, pour un show récemment, justement, puis la personne s'était fait avoir, puis j'ai dit, ben regarde, on fera l'échange du billet directement sur place. Là, moi, j'ai dit, on est remporté ensemble. Tu me paieras, je te ferai rentrer en scannant ton billet, merci, bonne journée. Là. Finalement, la personne, on s'est vu juste un peu avant, j'ai transféré son billet, puis ça a bien été. C'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. Tu sais, souvent, mettons, ça va être, mais là, si tu veux pas le perdre, j'ai 3 autres personnes. Fait que tu veux-tu me le payer tout de suite? Et là, c'est un méchant beau piège de dire, la personne va créer une espèce d'effet de peur ou de panique de shit, je vais perdre mon bon deal, je vais perdre le fait que je vais aller voir le match pour la moitié du prix de ce que ça devrait me coûter et qu'au bout de la ligne, on se fait avoir. Donc là, je donnais l'exemple avec des billets parce que c'est en ligne, mais il y a des milliers de façons en ce moment qui est pour vrai. Des fraudes en ce moment, c'est incroyable le nombre de fraudes. Pas seulement par Facebook Marketplace, il y a plein de choses. Et c'est de ça qu'on voulait vous jaser aujourd'hui parce que moi, souvent, les gens me disent c'est juste les personnes âgées ou les personnes en haut de 70, 75 ans qui se font pogner. Eh bien, je vous confirme que non. C'est pas seulement ces personnes-là. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner parce que cette personne-là que je vous jase, qui s'est fait avoir pour les billets, ben, elle avait 28 ans. Et elle a encore 28 ans. mais elle s'est fait frauder pour des billets du Canadien de Montréal. Ça fait aujourd'hui, puis elle a eu 28. Possiblement, mais elle s'est quand même fait frauder alors que la personne est dans vingtaine, puis qu'elle se disait, tu sais, c'est juste les mecs qui se font avoir. Puis je trouve ça d'une tristesse absolue de voir à quel point qu'il y a des fraudeurs. Il y en a partout. Là. Je pense qu'on a tous déjà mis un statut sur Facebook, puis il y a eu quelqu'un en dessous qui a dit je trouve votre profil vraiment intéressant, j'aimerais beaucoup qu'on se parle en privé. Là. Mais des fraudeurs, il y en a de tout plein de formes maintenant. Et c'est ça qui est nouveau, parce qu'avant, tu sais, je veux dire, des fraudes, il y en avait par courriel, là, avec des courriels douteux qu'on recevait qui. Des chaînes de. T'as déjà eu les chaînes de lettres qui disaient que t'allais un prince de je sais pas où qui était millionnaire à cause de l'essence, puis que t'avais hérité de 14 millions. Là. Oui. C'est plus cette. Ben oui, il y en ça a existe encore. J'en ai déjà reçu. Il n'y a pas si longtemps. Là. Mais maintenant, les fraudeurs ont développé des moyens qui sont encore plus directs avec l'individu. Qui vont justement aller utiliser plusieurs stratégies. C'est de ça qu'on veut vous jaser aujourd'hui. Plein de fraudes qui peuvent exister. On veut vous sensibiliser à, bien, ça se peut que vous, vos parents, vos cousins, vos amis puissent se faire avoir quand même. Puis c'est important d'être à l'écoute de ça. Parce que c'est une réalité qu'il ne faut pas laisser à la légère juste de côté. Non, c'est une réalité qui est là pour de vrai, puis qu'on peut réellement se faire avoir. Puis que c'est facile. C'est tellement rendu insidieux. C'est tellement rendu. Incroyable. Pour vrai, des fois, tu le réalises même pas que tu es en train de te faire frauder, tellement c'est juste casual comme conversation. C'est tellement une conversation très ordinaire, très entre deux personnes, puis la personne, elle va tellement chercher de l'information comme ça. C'est incroyable. J'ai une personne que je connais qui m'en a parlé justement récemment avec Snapchat. Snapchat, qui est une plateforme qui est beaucoup utilisée par notre génération et les plus jeunes. Mais tu sais,
sur Snapchat, la personne s'est fait ajouter par... C'est une personne masculine qui s'est fait ajouter par une personne féminine. C'est souvent le cas, oui. Ils ont commencé à parler juste très, très, très... At large, là, ouais, At c'est large, ça. là, tu sais, conversation super ordinaire, là, tu sais, ok, tu viens d'où, tu sais. La une raconte un peu son histoire vite faite, tu sais, qu'elle elle vit à telle place, elle déménage là, tu sais, petite histoire bien ordinaire, mais là, après ça, c'est comme les questions de, ok, t'as quel âge? Ok, c'est quoi ton statut tout dans la vie? Mettons, t'es-tu marié, t'es-tu en couple? On tourne des questions Ta plus... job, ouais. c'est quoi tu fais comme job? Fait que, tu sais, mais sur Snapchat, je veux dire que trouver votre nom, souvent, c'est quand même assez facile, premièrement. Ah, ben oui. Deuxièmement, votre date de naissance est écrite, pas votre année, Mais la jour date. et mois. Ouais, c'est ça. La personne, quand elle vous demande votre âge, elle fait le calcul vite fait, elle sait vous êtes dans quelle année. Elle vous demande votre travail. Tu dis, tu travailles pour telle compagnie. OK. Après ça, tu demandes ton statut. Tu sais, toi, t'es-tu en couple, t'es-tu marié, t'es-tu célibataire? Elle a une autre information qui est quand même des fois très importante. Puis, en fait, même tu Snapchat... viens d'où? Je viens, mettons, d'Amos. OK? Là, la personne, elle a ton nom, ton âge, où tu travailles. Elle tu viens de quelle ville? Elle peut trouver ton adresse. C'est un pet pour ces gens-là. Ben, en plus, sur Snap, c'est là que je m'en allais, mais il y a le service de localisation qui existe sur Snapchat. Et il y a énormément de personnes qui se font avoir parce que moi, si je vais sur le service de localisation de Snapchat puis je fais ouvrir à tous, je peux voir énormément de monde où est-ce qu'il se situe. Et c'est au mètre près. Là. Je veux dire, c'est exactement, il est là, il y a 3 minutes. Donc, je suis capable d'identifier clairement c'est exactement quelle adresse que la personne a. Si je fouille, ne serait-ce que 3 minutes, je suis capable de dire où est-ce que la personne demeure. Et à ce moment-là, ben, j'ai son adresse, sa date de naissance, j'ai son emploi, j'ai son nom. Puis à la limite, je suis peut-être même capable de savoir c'est qui ses parents, puis c'est ça. Donc, je suis capable de répondre à ces questions de sécurité. Puis là, la fraude peut aller rapidement avec les services bancaires ou avec n'importe quoi. Et je peux me faire passer ou je peux voler l'identité en fait de quelqu'un à travers une discussion où est-ce que, hey, il y a une belle fille qui m'écrit. Oui. C'est basique, là. Puis avoir une photo d'une personne aussi sur Snapchat, c'est facile. Puis tu sais, les gens disent oui, mais quand on prend un screenshot, non, à cette heure, t'as la petite caméra que tu peux enregistrer directement, iPhone, puis il existe bien des compagnies. C'est même rendu d'usine dans le téléphone que tu peux enregistrer l'écran. Fait que tu sais, je peux enregistrer l'écran, avoir ta photo, prendre un screenshot, utiliser ta face pour faire ce que je veux avec. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ouais. C'est pas à sous-estimer. C'est une fraude tellement facile, tellement rapide. Mais tellement, justement, que j'ai insidieuse, tellement, genre, ça a l'air de rien, ça n'a pas l'air d'une fraude, parce que ça a juste l'air d'une conversation entre deux personnes qui apprennent à se connaître, mais finalement, c'est une fraude. Tu sais, moi, puis on parlait de Marketplace, puis je vais revenir là-dessus, parce que moi, quelqu'un très proche de moi, je veux pas la nommer, parce que des fois, elle écoute le podcast, là, elle va me chicaner. Elle s'est fait frauder aussi pour des billets. Ouais. Pour des billets aussi? Des billets de spectacle de Simon Leblanc. Mais moi, là, quand elle m'a appelé pour me dire ça, là, je riais au téléphone. Je suis pas fine, j'étais crampée parce que je disais, c'est genre la fraude, ça fait tellement longtemps que ça roule. Incroyable. Elle a pensé que la personne vendait des billets pour Simon Leblanc, maman lui écrit. Bon, j'ai de la name drop, excusez maman. J'ai dit maman lui écrit. On la salue. Salut maman. Elle lui écrit. Mon petit cerveau. Je le dirai pas, ma mère. Ma mère, c'est ça. Elle lui a écrit, elle a dit qu'elle était intéressée par les billets, la personne a dit oh, oui, je les ai encore, nanana, ils s'entendent pour faire un virement Interac. Là-dessus, j'étais comme, voir que tu as fait ça. La personne lui dit envoie-moi un virement Interac, mets ça comme question, mets ça comme réponse. Ma mère, mais le ciel est la réponse bleue. Ouais, c'est ça. Ben, on fait ça, la personne ramasse le 150$ et plus de nouvelles. Quel âge je m'en vais? Plus de nouvelles, maman, plus de nouvelles, elle peut payer. Ouais. J'ai quand même j'ai pris le temps d'éduquer ma mère sur comment ça fonctionnait le marketplace et les dépôts et compagnie. Puis moi, si j'ai un conseil à vous donner, les billets pour les spectacles, les shows, les parties d'hockey, c'est la chose que je trouve le plus difficile à acheter de manière honnête sur marketplace. À moins que vous connaissiez la personne ou que vous ayez un ami qui connaît cette personne-là. Honnêtement, c'est une des choses que moi, personnellement, je m'empêcherais d'acheter. Je préférerais passer par Ticketmaster et compagnie. Que tu as payé 100$ du billet de plus, au moins pour être en sécurité. Pour être en sécurité, parce que tu as quand même une sécurité quand tu achètes sur les sites de revente officiels ou les sites de vente officiels. Tu as quand même une sécurité. T'sais, parce qu'un billet de spectacle, même si la personne te l'envoie, même si elle peut l'avoir envoyé à 15 personnes. Exact.
c'est tellement difficile de sécuriser ce genre de vente-là. Puis À en moins fait, que la personne te dise, hey, j'y vais au spectacle, j'ai une paire de billets de trop, je vais venir te rejoindre à la porte, tu me paieras à la porte, je vais te faire rentrer avec les billets. Dans un cas comme ça, tu peux dire, OK, oui, mais envoie pas le virement avant. Payer sur place, on payer avec s'entend que l'argent. c'est ça, avec l'argent, parce que, tu sais, l'accessibilité du virement Interac est vraiment le fun. Mais ça vient avec son lot de défis et de risques. Moi, je remonte à il y a quelques années, quand j'étais au cégep. Je vais raconter cette anecdote-là parce qu'elle me fait beaucoup, beaucoup rire. En fait, ben, je ris de moi, dans le fond, parce que quand j'étais au cégep, il y a plus de 10 ans, j'avais fait un virement pour adopter un chat d'une race spécifique. Je n'irai pas plus loin, mais la personne, c'était même pas un virement, la personne m'avait dit qu'elle en avait, qu'elle pouvait venir me le porter ce soir ou demain. C'était un chat sphinx, je vais le dire. C'était les chats pas de poils. Moi, là, j'ai tout le temps voulu avoir un chat pas de poils, je trouve ça cool. Et ben, la personne était comme, ouais, puis on s'entend que ça coûte pas 3$. C'est des chats qui, généralement, c'est dans les 4 chiffres quand ça vient d'un éleveur. La personne avait déjà, puis on remonte à il y a 10 ans, une page Facebook d'éleveur avec des reviews Google. Tu sais, c'était très legit, c'était très légitime de dire, crème, ça en a l'air vraiment vrai. Fait qu'elle dit, écoute, j'ai une personne qui a cancellé, il m'en reste un disponible, si tu veux, je peux venir te le porter et tout. Je monte justement l'emporter cette semaine. Fait que là, moi, j'étais comme, wow, tout elle donne donc ben trop bien, tu sais. Et là, la personne va me dire, à l'époque, c'était pas des virements, c'était, il fallait envoyer, je me rappelle plus le nom de la compagnie, là, il fallait envoyer de l'argent en allant porter à un endroit. Western ouais, exactement. Fait qu'il fallait envoyer des sous là. Puis moi, ben, j'ai dit, ben, pas de problème, je vais aller faire ça. Il n'y avait pas tant de virements Interac dans le temps. C'était pas de même compagnie. On pouvait payer par carte de crédit en ligne. Ça commençait. Mais on s'entend que c'était quand même compliqué. Fait que je me suis déplacé. Je vais aller porter les sous pour finalement me rendre bien compte de me refaire appeler et dire, hey, il y a des frais vétérinaires qui vont être remboursés de 1400$. Et là, de me faire, ah, je me suis fait pogner, tu sais. Et pourtant, je veux dire, je suis créateur de contenu, je suis quelqu'un qui game depuis toujours, je suis sensibilisé à ça, et je m'étais fait prendre, alors qu'il fallait que j'aille retirer l'argent, que j'aille, j'étais dans un Walmart en plus à l'époque, j'allais dans un Walmart, j'allais porter les sous avec les indicateurs de la personne, tatitata, et ensuite je rappelais la personne. Il y avait comme une dizaine d'étapes au bout de la ligne. À cette heure, si je veux acheter quelque chose, je te fais un virement Interac ou je te fais un dépôt par virement Interac. Hey, c'est facile. Et moi, j'ai eu l'occasion de me questionner. Tu legit, vas-tu me faire avoir? Et je me suis quand même fait avoir. Donc, la personne, dans son impulsivité de dire je veux faire mon achat, je veux compléter cet achat-là, je dois avoir mon dépôt pour justement réserver parce que sinon, ça va partir vite. Souvent, c'est un sentiment d'urgence que la personne va nous générer, la personne fraudeur. Et bien, c'est facile de dire ben, je vais envoyer 200$ par virement Interac pour réserver un item à 1000. La réalité, c'est que c'est ça. Et est-ce que j'ai une preuve que ce virement-là va vraiment servir à cet achat-là puis que je suis assuré d'avoir l'item? Pas tout le temps. Oui, c'est ça, pas tout le temps. Tu sais. Moi, je l'ai fait. Il y a moins d'un an pour un article. Là, je suis un chasseur à l'orignal. Fait que j'ai commandé avec un monsieur qui vendait quelque chose. Puis le monsieur m'a dit, veux-tu m'appeler? On va se jaser. J'ai appelé le monsieur, puis j'avais son adresse. Puis, tu sais, je suis allé chercher comme ses infos perso. Puis j'étais comme, bon, le monsieur a l'air legit. Là, j'ai payé, puis la personne me l'a envoyé par la poste. Mais j'ai donné le mot de passe du virement au moment où est-ce qu'il allait faire le poste et que j'avais mon tracking number. Fait qu'on avait comme un rendez-vous à 4 heures, on s'appelle, puis là, je vais te donner une réponse en échange que tu le montres, que tu l'envoies par la poste. Fait que tu sais, c'était comme, on s'est assuré que chacun de notre côté ne pas se faire frauder. Mais c'est parce que je l'ai fait de même. Mais oui, mais c'est parce que moi, j'ai garoché ça comme ça, puis j'étais comme, je le veux, ton item. Mais j'aurais pu me faire avoir 1000 fois si j'aurais envoyé l'argent, puis que j'aurais pas eu de preuve pour le reste. C'est ça. Puis souvent, les fraudeurs, il y en a beaucoup qui vont utiliser des faux comptes, qui vont avoir usurper l'identité d'une personne qui existe pour vrai, qui vont avoir. À ça, c'est rendu qu'ils vont même juste hacker le compte d'une personne sur Facebook pour après ça s'en servir pour vendre des choses, pour aller chercher de l'argent et tout, parce que là, le compte a vraiment l'air legit. C'est pas un compte qui a l'air d'avoir été créé hier. En effet. Ça, on le voit beaucoup. Fait que c'est ça, c'est rendu. C'est une réalité. C'est rendu stressant. En plus, c'est les virements Interac. Des fois, il n'y a même plus besoin d'avoir une question de sécurité. Des fois, c'est des dépôts automatiques. Des dépôts automatiques. Fait que ça aussi, c'est comme. Tu y penses à 2 fois avant d'envoyer ça. Même, tu sais, on se dit souvent, on va mettre une question, je ne donnerai pas la réponse, mais il faut que tu prennes le temps de vérifier si la personne a les dépôts automatiques. Ça te le dit, mais si tu es pressé dans. Mais si tu es pressé, clic-clac, il ne faut pas que je perde ma vente. Puis souvent, c'est ça. Puis... Tu vas skipper cette information. Ben oui, puis c'est du chantage émotif qui. On va aller chercher un capital de sympathie. Puis après ça, je vais dire, hey, si tu le veux, c'est là maintenant qu'il faut que tu fasses le dépôt. Sinon, j'ai 3 autres personnes qui le veulent là. Hey, là, on va faire ça vite.
C'est facile de se faire embarquer et de se faire avoir. Oui, vraiment. Tu sais, moi, j'ai tendance à offrir un dépôt quand je vois que la personne ne cherche pas à avoir un dépôt. Je sais pas si tu comprends. C'est vrai, ouais, 100%. Tu sais, moi, mettons, je discute avec la personne, je lui dis quand je vais venir chercher l'item. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, je te réserve ça, on s'attend, telle journée, telle heure. Puis, tu sais, mettons que c'est dans 2-3 jours, des fois, je vais lui réécrire le lendemain. Je vais lui proposer moi-même un dépôt. Parce que la personne, juste le fait qu'elle ne m'ait pas demandé de dépôt à la base. Ouais. J'ai quand même une certaine Elle se fie à ta parole, tu sais, ouais. Puis des fois, puis je te dirais que quand je l'ai proposé, souvent, ils m'ont dit non, c'est beau, il n'y a pas de problème, mais tu me paieras quand tu vas le chercher. Puis je suis comme, ok, parfait. Fine, cool, merci, mais garde-moi là, tu sais, ouais. Oui, mais ça me donne toujours un autre. Tu sais, la personne tu vas proposer un dépôt, puis qu'il ne le voudra pas, puis il va dire, ah non, c'est beau, tu sais, je vais te le garder. Il ne garder. dira pas souvent non, je ne fais pas de dépôt. Il va à la limite, ouais, il va le fraudeur, c'est lui qui va le demander. Il va insister pour l'avoir en plus. Oui. Il va te le demander, puis il va insister, puis il va essayer de te faire un peu d'extorsion. Finalement, il va te trouver des. Il va jouer avec ton émotif pour venir te chercher ton dépôt. Ils sont bons là-dedans. Ah, ils sont bons. Puis souvent, ils ont des histoires abracadabra. Puis ils n'ont plus juste une technique, là. Ils en ont des dizaines, puis si ça ne fonctionne pas, ils vont te trouver d'autres choses. Puis à la limite, ça va être un autre compte qui va t'écrire pour te dire j'ai ça, j'ai entendu dire que c'est très sournois. C'est facile de se faire avoir, vraiment. Ils font ça de toutes les façons possibles et inimaginables, mais on en a parlé dans l'épisode précédent du podcast où on est, c'est l'épisode précédent ou l'autre d'avant qu'on parlait justement des informations, des chambres à écho et tout qui se passaient sur Internet, que à ce temps, les gens ne vont plus valider, contre-valider des informations justement parce que tout va vite. Ouais. On est tellement pressé de tout dans la vie, pressé d'avoir, tout est tellement rendu facile à avoir, fait pressé d'avoir ce système-là, pressé d'avoir ci, qu'on se pose plus tant de questions sur crime. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Je suis en train de me faire frauder. Est-ce que je fais la bonne chose de vouloir donner le dépôt tout de suite? Est-ce que ce système-là, j'ai-tu des pratiques qui existent pour vrai? C'est beau la photo, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est clin qui me vend ça, il existe vraiment aussi. Oui. Oui. Puis moi qui est une collectionneuse de cartes Pokémon, oui. À cette heure, ça aussi c'est quelque chose, il y a des cartes qui valent très cher, qui ont qui sont rares, qui sont. Là, tu la vois, exemple, à vendre sur Marketplace, ingradée, puis tout, là, tu sais, quand même à bon prix, puis des fois, pas nécessairement abordable quand même, mais plus abordable qu'elle pourrait l'être. Ouais. En règle générale. De vrai, là, en tout cas, ouais. Oui. Puis, tu sais, des fois, tu vas dire, tu sais, puis là, tu questionnes un peu la personne pourquoi qu'elle vend, tu fais une petite histoire, là, t'es comme, OK. Puis là, tu sais, toi, t'avoues parce que pour ta collection, mettons, c'est comme, hey, wow, tu sais, c'est quoi les chances que je la retrouve, cette carte-là? Fait dans l'urgence, tu vas pas nécessairement demander plus d'infos, tu vas pas chercher un peu plus, savoir si la. Puis, à ce moment, il y a tellement. Je l'achète parce que c'est maintenant. Puis, ça se peut que tu l'aies dans tes mains pour vrai, cette carte-là, au final. La personne, elle va te la vendre, là. Parce que finalement, la carte, c'est pas une vraie carte. La slab étant le grade, dans le fond, qui est remis par une compagnie gradée. Oui, parce qu'eux autres, la compagnie qui mettent un grade sur la carte, ils mettent ça dans un beau petit casing en plastique avec. Elle a été gradée sur combien sur 10, tu as un petit code QR. Ça peut augmenter la valeur aussi, oui, c'est bien gradé. Là. Quand c'est gradé à 10, c'est là que le prix explose. Tu as un petit code QR que tu peux scanner pour aller voir la carte sur le site qui t'amène à ça. Master, il y en a tellement des faux. Tu peux acheter un code QR sur Alibaba pour mettre sur ton chose de grade. Il y a des compagnies qui se fendent le derrière à vous vendre des fausses labs pour mettre vos fausses cartes dedans pour vendre ça plus cher. Puis ta carte vient de doubler, voire tripler de prix. Donc, il y en a beaucoup qui sont tentés de le faire. Puis en fait, là, on parle de cartes Pokémon, mais on peut parler de jeux vidéo, de cartes de hockey, de cartes de sport. En fait, tout sport confondu, n'importe quel TCG, qui est Trading Card Game. Donc, les cartes autant Magic que Pokémon, que peu importe lesquelles. Donc, c'est vraiment un gros risque. En fait, il faut toujours aller contre-vérifier sur le site original de la compagnie qui grade, et il y a des façons, bien entendu, d'authentifier une carte, que ce soit Magic, Pokémon, Hockey, pour t'assurer que ce soit une vraie et non pas une reproduction. Pokémon, juste le truc de la flashlight. Si la lumière passe bord en bord de la carte, ce n'est pas une vraie carte, parce que les vraies cartes Pokémon ont comme une espèce de filtre au milieu. Là, de filtre noir au milieu qui fait que la lumière passe pas. Fait que tu pourrais le faire avec une carte qui est dans un
Exact. un casing de grade, tu pourrais voir si la lumière passe. Ça, c'est comme une des Il premières existe des choses à dizaines de faire. façons de faire en ligne, mais vous pouvez toujours aller voir un local game store, là, une boutique locale qui justement va s'occuper de pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette authentification-là. C'est-tu vrai, ça, c'est une vraie carte ou non? Souvent, même avec les photos, on est capable de le Ouais. dire. Des fois, pour vrai, de l'avoir dans les mains, juste, tu sais, il y a comme souvent j'ai le terme anglais, des foils, des brillantes, là, dans le ouais, fond, des des cartes qui. brillantes. Ouais. Des brillantes sur la carte, quand c'est pas une vraie carte, c'est pas nécessairement le même design, si Ou on même la veut. même texture ou la même. Ouais, C'est important de s'informer comme il faut quand on commence à bien collectionner. Tu sais. Puis, pour éviter ce genre de fraude-là, Hello, je pense que tu nous avais sorti une espèce de top 5, écoute, avec ton iPad Brett, une espèce de top 5 de moyens pour éviter justement de tomber dans ces panneaux-là ou dans ces pièges-là qui sont si souvent lancés. Puis, tu sais, à soir, on vous a parlé de quelques façons de faire que les fraudeurs vont avoir, mais il en existe des dizaines. Puis en fait, le but de ce podcast-là aujourd'hui, c'est de vous inviter à faire attention à ça. Redoubler de prudence. Ouais, tu sais, d'être aux aguets. Tu sais, c'est pas vrai que ça arrive juste aux autres de se faire frauder pour une coupe de 100$. Il faut être prudent, il faut faire attention. Puis c'est tellement facile de traverser la ligne sans vouloir. Puis c'est demandez-en de l'info. Ben Quand que oui. vous voulez acheter quelque chose, demandez de l'info. La personne vend un meuble, écoute, demande les mesures de fond en comble. À un moment donné, elle ne pourra pas inventer des mesures qui fitent nécessairement. Tu vas voir que ça fait peut-être pas sens pour ce qu'elle veut vendre. Demande d'autres photos que celles qui sont là. T'sais. Ça, c'est pas dans mon top 5, c'est vraiment juste. Mais double check, là. Oh, et... Double check, tu vas acheter un chat d'un élevage. Je vais reprendre ton exemple parce que. Non, mais. oh, c'est parce que moi et mon chum, on a acheté un chat, on a adopté un ami à Bonnecoeur, à bébé Bonnecoeur. On a adopté un autre ex. OK. Puis au début, nous autres, on a fait ça par Kijiji à la base. Fait que, j'ai demandé de l'information. Finalement, nous autres, on s'est rendus sur place pour aller voir le chat. C'est la meilleure façon de faire, mais oui. Mais tu sais, on n'aurait pas donné un dépôt sans pouvoir aller voir les chatons puis faire un choix éclairé là-bas. Ouais. Quand moi, je suis partie de là-bas, j'ai envoyé un dépôt à personne. T'sais, je veux dire, rendu là, chez Webby, chez son nom. Ouais, j'ai bien des choses, mais oui. Je veux dire, c'est un peu dur de se faire frauder, mais on va le chercher au mois de mai. Bref, parenthèse de ma vie. Je vais vous montrer les photos. Dans mon top 5, s'assurer que c'est une vraie personne, que le bien est vrai avant de construire une transaction. Fait que ça revient un peu à ce que j'ai dit. Ouais. S'assurer que c'est une vraie personne. C'est beau de regarder son profil Facebook et tout. D'ailleurs, si vous regardez le Facebook d'une personne, si vous voulez savoir si c'est une vraie personne ou un vrai compte, regardez souvent depuis quand il a été créé, depuis quand que la photo de profil a été mise à jour. Si c'est hier, là, on s'entend que c'est un beau piège qu'on peut éviter. Souvent, il va y avoir des indices comme ça. La personne va avoir une photo, puis rien d'autre, puis la photo a été updatée il y a très, très pas longtemps, ou le compte a été créé il y a pas longtemps. Le compte est tellement privé. Tu sais, il y a des comptes tellement... S'il y a moyen de privatiser son compte, vraiment blindé bord en bord. C'est quand même une bonne chose de le faire. Oui, c'est une bonne chose, mais tu sais, elle a une photo de profil, t'es pas de rien voir d'autre. Elle peu ou pas de statut, il n'y a pas de commentaire, elle n'a pas d'amis. Oui, parce que Marketplace, il y a un rating maintenant. Tu peux voir les vendeurs si c'est des bons vendeurs, s'ils ont vendu. Si on dit un étoile, tu peux l'éviter. Oui, c'est ça, tu peux l'éviter. Si elle n'a jamais rien vendu, ben, tu sais, moi, honnêtement, je poserais plus de questions. C'est con. Mais ça se demande. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi avec, c'est à côté du bien que tu me vends, avec ton nom, puis juste ça, des fois, c'est nono, mais mettons pour un meuble, là, un meuble, mettons, qui vaut un certain prix, tu peux dire, ben, honnêtement, on est loin, loin. Je parle, mettons, la personne peut être être dans une ville à un heure de chez toi, puis dire, ben, tu m'enverrais-tu? Une photo de toi à côté du meuble avec un petit papier avec ton nom dessus, puis la date d'aujourd'hui, juste pour me rassurer avant qu'on poursuive plus loin, mettons, dans nos négociations ou la transaction, ou peut-être éventuellement un dépôt. Puis je vais vous expliquer comment faire des dépôts plus sécuritaires s'il y a moyen de le faire, mais c'est ça. T'sais, en fait, c'est juste de t'assurer que la personne est réelle. Moi, quand j'ai acheté mon item de chasse avec mon monsieur qui venait de l'extérieur, là, mais en fait, je l'ai appelé. Puis je l'ai FaceTime, bon, c'est, puis on a jasé. Puis il m'a dit, gars, c'est de même, ça marche. Puis le monsieur était content de me le montrer. Fait que souvent, n'hésitez pas à le faire, puis aller justement valider que la personne est réelle. Oui, parce que pour vrai, FaceTime, comme tu dis, les gens majoritairement ont tous un cellulaire aujourd'hui. 100%. Ou presque. Oui, c'est ça, majoritairement. Ouais. Il y a une caméra dessus. Sur Messenger, on se parle dans Messenger, il y a une belle petite icône de caméra, on va pouvoir se parler.
À la limite, moi, si je vois que c'est Réjeanne, au pire, on va se parler de vive voix, mais si tu sonnes pas comme Réjeanne, 65 ans, ça se peut que je raccroche. Ben ouais. T'sais, Faut pas généraliser, mais faut quand même. mais Ça reste une marque de prudence. oui, Ben ça ouais. reste une marque de prudence, ça reste une manière de s'assurer que la personne est quand même plus réelle que juste un profil avec une photo, que tu sais pas qui t'est tombé pour. Ça me dirait quasiment après le jingle, le numéro 2. Oui, tu peux le faire, vas-y. Ouais, mais ça va être un peu cringe. Je vais te laisser aller directement avec ton numéro 2 de ta liste. Justement, on rappelle pour ceux qui peut-être viennent de rejoindre à nous, des listes justement de s'assurer des façons de faire pour ne pas se faire frauder ou du moins éviter les pièges des fraudeurs. Des manières saines de magasiner sur les internets. Ne jamais cliquer sur un lien que quelqu'un vous envoie. Ouais. Parce que souvent, les gens, justement, quand ils vont vous demander un dépôt, souvent, ils vont vous envoyer... ou des fois, les gens vont dire, ah ben, tu sais, je vais t'envoyer un lien Interact, tu cliqueras dessus pour accepter l'argent que je t'envoie. Finalement, ce qu'elle t'a envoyé, c'est une demande de fonds. Ou même que la personne qui veut que tu lui envoies un dépôt, qui t'envoie une demande de fonds. Cliquez pas là-dessus. Faites-les manuellement. Si vraiment vous voulez envoyer un dépôt. Faites-le manuellement, ne cliquez jamais sur des liens qu'on vous envoie. Puis, tu sais, là, on parle de marketplace. Évitez-le si vous êtes capable de le faire. Prenez entente avec la personne, dites, je viens le chercher dans 2 jours, garde-moi-le. Puis sinon, ben, appelez, assurez-vous de tout ça. Assurez-vous de tout ça, mais tu sais, comme je dis, puis on parle de liens, exemple, de dépôt Interact et tout, mais je vais vous dire, tous les liens que vous recevez, que ce soit par courriel, que ce soit par message texte, que ça ait l'air vraiment d'être l'Agence de revenus du Canada, Revenu Québec, la Banque des Jardins, CBC, Netflix, nommez-les toutes. Ils vous envoient quelque chose qui se passe de quoi sur votre compte, ou que vous devez de l'argent, ou que peu importe. Ouvrez votre navigateur Internet, rendez-vous sur votre compte manuellement. Si vous levez de l'argent, s'il y a quelque chose sur votre compte, ça va être écrit, ça va être écrit, il va y avoir un message, il va y avoir... Ou à la limite, appelez-les Revenu Canada, appelez-les à votre banque. C'est important bien plus de passer comme ça que de cliquer sur un lien qui est fort probablement frauduleux par quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est là, je pense, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est que la personne a l'air bien fine, est bien bonne pour vous créer des émotions, pour vous créer un sentiment d'urgence, mais de l'autre côté, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Moi, je veux juste vous dire, j'ai reçu un courriel qui me disait que j'étais recherchée par la GRC, puis que là, il fallait que je clique, puis que j'envoie des sous-payés ma caution pour pas qu'ils débarquent chez nous, puis j'étais comme, ben vous viendrez. Ça va être cool de vous voir, j'espère que vous allez arriver à cheval. C'est ça. Moi, ça, je me disais, ben venez chez nous à cheval, la GRC, c'est pas... J'ai rien à cacher dans le fond, mais quelqu'un qui, justement, aurait peut-être eu vraiment peur de se faire arrêter par les urgences ou par les autorités, ben, aurait peut-être pu faire des pieds et des mains, puis justement tomber dans les pièges éventuels de « faut payer 500 $ pour ne pas avoir de visite de la GRC », puis finalement, il faut payer 1500 $. Ça aurait été très facile de tomber là-dedans si on parle un peu le focus par rapport à ça. Oui. Quoi? Numéro 3. Ne pas donner d'informations personnelles. Important, on en a parlé tantôt. Donner d'informations personnelles. Je veux dire, votre nom, c'est une chose. Donnez pas votre date de naissance. Dans le meilleur des mondes, donne pas ton âge non plus. On s'en fout. Je veux dire, peu importe la transaction que tu fais, on s'en fout de quel âge. C'est pas nécessaire. Tu commences à connaître quelqu'un sur... Puis tu sais, là, on a parlé de Snapchat, que ce soit Snapchat, Facebook Rencontre, Tinder. Votre âge, tu sais, oui, Tinder, il marque que tu as 30 ans. Donne pas ta date de naissance. Donne-la pas. Ton statut, le moins d'informations. La personne te demande d'où tu viens, puis tu sais, là, c'est sur Tinder, c'est parce que vous venez, mettons, si t'es en Abitibi, vous venez de l'Abitibi, mais je vais y aller, at large, mettons Snapchat, quelqu'un t'ajoute, elle te demande d'où tu viens, et là, désactiver votre localisation, s'il vous plaît, c'est pas utile. Ça peut vous mettre à risque, en fait. De 2, si la personne te demande d'où tu viens, ben, tu peux dire que tu viens du Québec. Exact. Puis si la personne veut avoir votre adresse parce qu'elle veut vous vendre quelque chose, ben en fait, vous pouvez lui proposer un point de dépôt. Et si on en parlait en dehors de notre stream tantôt, c'est-tu dans tes points? Je t'arrête de voler un point. Ben écoute, c'était mon point 4, fait qu'on va pouvoir faire numéro 4. Ben alors, on se dirait de même, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de municipalités qui lancent, excuse-moi, je me souviens pas si c'était un des points, mais ça coulait super bien. Ben, le point de dépôt, en fait, c'est souvent des endroits qui sont sécurisés par des caméras et tout. Je vais prendre l'exemple sur la ville de Val-d'Or qui est au centre culturel, donc à la bibliothèque. Je pense qu'à Amos, c'est au centre, au poste de police de la Sûreté du Québec. C'est des endroits de dépôt pour faire des échanges de biens comme ça. J'achète quelque chose sur Marketplace, écoute,
À 16h30, on se rejoint au point de dépôt du centre culturel, au point de dépôt de la Sûreté du Québec, whatever. C'est important de le faire, puis c'est des endroits qui sont neutres et surtout sécuritaires. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont fait enlever le patente. J'ai un téléphone à vendre, je vais me présenter chez quelqu'un, la personne, elle peut me frapper, elle peut essayer de me le voler, elle peut me faire de l'intimidation. Ben, je peux me présenter chez quelqu'un. Finalement, c'est devant une boutique. Je me présente devant la boutique, la personne part avec, puis elle part à la course. Oups, j'ai pris mon item, je me suis fait voler. Donc, c'est un autre beau risque qui fait partie, malheureusement, de ce... Tu sais, des fois, c'est rapide. Si je te vends un téléphone, toi, tu peux me dire, ben, tu sais, tu veux le regarder avant de me donner l'argent. Fait que tu le prends, tu regardes s'il fonctionne. Et tu t'ouvres. Puis tu te pousses. Puis, tu sais, je veux dire, moi, mettons qu'il est une fille, puis que le gars fait 6 pieds, puis qu'il veut que je regarde le téléphone, puis qu'il décide qu'il part avec. OK, moi, je suis peut-être un peu folle, peut-être que je partirai à la course après, puis je sauterai dans le dos, mais c'est pas recommandé, ne faites pas ça. Puis en fait, c'est dangereux. De faire une transaction ne devrait jamais vous mettre à risque d'être face à un individu qui pourrait être potentiellement dangereux pour vous. Donc, dans le numéro 4, les points de dépôt, des endroits neutres, c'est hyper important à considérer aussi. Des endroits sécurisés. À la limite, si vous n'en avez pas dans votre ville, ça peut être dans un, mettons, dans le McDonald's. Dans un centre d'achat, dans un resto, peu importe c'est où. Dans une place où il y a beaucoup de témoins qui vont pouvoir, qui vont être là, qui vont pouvoir regarder. À la limite, je vous dirais même, si vous êtes capable de filmer la transaction, encore mieux. Même si vous êtes dans un point de dépôt, je vous dirais encore là, vous allez pouvoir d'être en FaceTime avec quelqu'un, Gardez tout le temps en tête que la personne que vous allez rencontrer, vous ne la connaissez pas. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est important de se rappeler. Je ne vais pas vendre un téléphone à mon frère. Là. Je vais vendre un téléphone à quelqu'un que je ne connais pas. J'espère que tout va bien se dérouler, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que justement, cette vente-là soit un événement positif et non pas quelque chose qui vire au drame ou qui ne va pas bien. Si vous allez chercher, exemple, un meuble dans la maison d'une personne, essayez d'y aller toujours accompagné. Même si c'est un petit meuble que vous êtes capable d'embarquer tout seul dans votre véhicule, essayez toujours d'avoir une personne avec vous. Exact. Parce que, encore là, vous ne savez pas chez qui vous allez. Vous ne connaissez pas la personne. Il peut arriver n'importe quoi. Tu peux tendre l'argent puis qu'elle te ferme la porte au nez puis qu'elle ferme la porte. Au moins, là, tu as un témoin avec toi. Là, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On ne sait jamais. On n'est jamais assez prudent. Il faut se garder en tête que c'est toujours des inconnus dans la majorité des cas. Et là, il nous reste un point, numéro 5? 5, puis on va avoir un point bonus. Oh, on a un bonus en plus dans le Mais numéro 5, tu sais, on l'a dit, on l'a répété, on va le répéter, ne pas faire de virement Interac comme dépôt. Oui. Mais si vous décidez quand même de le faire, parce que vous êtes tous responsable de votre compte en banque, parce que Desjardins vous dit que si vous faites le virement, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de l'argent qui est parti. Là, de l'argent qui est parti. Assurez-vous de connaître le destinataire. Là, moi, je vais vous le dire. Donnez pas le mot de passe. D'emblée, si c'est un dépôt automatique, faites-le pas. Déjà en partant, c'est un dépôt automatique, faites-le pas. Puis prenez la peine de les voir si ça va être un dépôt automatique, parce que même si vous avez mis un mot de passe, quand vous allez cliquer sur continuer, ils vont vous dire que cette personne-là a un dépôt automatique, elle ne sera pas obligée de rentrer un mot de passe. À ce moment-là, vous ne le faites pas. Si vous décidez quand même de faire un virement pour sécuriser, vous êtes responsable de votre décision. Tu sais. Vous êtes responsable de votre décision, mais vous pouvez toujours, comme moi je l'ai déjà fait, j'ai négocié, j'ai dit à la personne, je vais te faire un virement. Parfait. Mais je vais te donner le mot de passe, mais que je viens de chercher l'item. Exact. La personne, si elle a une bonne foi, va vous dire qu'il n'y en a pas de problème. Parce qu'elle, ça la sécurise quand même de voir que vous avez, exemple, l'argent pour l'item. Que vous êtes sérieux quand même dans vos démarches, mais au moins vous êtes sécurisé. Puis tu sais, mettez pas comme question, mettons, quel mon est, puis je vais rire, je vais dire, on est en décembre, mais je vais marquer janvier. La personne, si tu mets quel mon est, puis tu mets un mois, même si c'est pas le bon mois, elle va te les faire. Elle va l'essayer. Elle va tester. En fait, je mettais mélamine, genre, tu sais, de quoi qu'il n'y a justement pas de lien, pour que la personne, justement, ne trouve pas facilement le mot de passe. Fait que de cette façon-là, un peu comme mon monsieur, où est-ce que j'avais acheté mon item de chasse, j'ai donné le mot de passe au moment où est-ce qu'on s'est parlé par téléphone, puis ça a super bien été. Donc, c'est une sécurité de plus que moi, je m'étais grillé, je m'étais donné, je m'étais offert cette sécurité-là. Il y a moins de risques, en tout cas, de se faire frauder parce que mélamine, c'est plus dur à trouver. Là, je dis n'importe quoi, mais... Mais mettons un mot vraiment compliqué. Ben ouais. Ouvre le dictionnaire, prends un mot compliqué dedans, note-toi-les à toi dans tes notes pour te rappeler que c'est ça ton mot de passe. Mais faites ça là, le plus compliqué possible. Mais comme on dit, numéro 5, la meilleure des choses, c'est de ne pas en faire. Mais si vous décidez de le faire, faites-le bien. Faites-le de la bonne façon. Moi, je l'ai toujours dit dans la vie, tu peux faire ce que tu veux tant que tu es au courant des conséquences. Ben, les conséquences, ça peut être ça, tu les assumes, mais il y a une manière de le faire
peut être considéré comme sécuritaire, mais Exact. si la personne veut vraiment avoir le mot de passe avant, puis veut vraiment l'argent, bien, canceller la vente. Il n'y a pas une vente, il n'y a pas une personne en aide qui va vous tordre un bras pour avoir de l'argent. Puis tu sais, souvent, ben, c'est ça, on va essayer d'être friendly avec la personne, puis d'être amical, puis tomber faire que tout aille bien. Mais à un moment donné, si ça vous met trop à risque, puis vous sentez que, ben, finalement, je vais l'acheter neuf, je vais payer 20$ de plus, mais je vais l'acheter neuf, puis je vais être en sécurité. Ben, des fois, ça vaut la peine. À la seconde qu'il y a de la pression dans une vente, c'est pas une bonne vente. Retirez-vous. Il y a l'item. C'est pas nécessaire, tu sais. Non, c'est ça. Il y a cet item-là, il n'y en a pas juste un sur la terre. Vous allez en retrouver un autre. Et là, tu as un point bonus pour nous autres. Oui, numéro 6, bonus. Si les commentaires sur la publication de vente sont désactivés, ah oui, quel beau piège, oui. On passe. C'est une fraude. Parce que les fraudeurs ont commencé à faire ça, parce qu'avant, ils mettaient une publication boboche de fraude. Les gens parlaient avec eux autres, réalisaient que c'était probablement. Ils commentaient. Et ils commentaient. C'est une fraude, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. L'arnaqueur, c'est un arnaqueur. Fait que là, la personne perdait des arnaques possibles. Maintenant, ils postent leurs choses, ils désactivent les commentaires automatiquement. Ouais. Fait que je vous le dis tout de suite, si sur un poste de vente, peu importe la raison que la personne va dire pourquoi les. Tu sais, mais qu'elle dirait j'ai désactivé les commentaires parce que je veux juste des messages privés, c'est une fraude. C'est une fraude. C'est quasiment sûr, en tout cas. Oui. On n'a pas de certitude, mais c'est. Moi, je vais vous dire 99,9% ouais, du temps, c'est une fraude. Je vous conseille de ne même pas perdre votre temps. Puis cette personne-là, si c'est une personne qui est honnête et qui veut vraiment vendre, elle aurait laissé les commentaires. Clairement. Pour que, tu sais, je veux dire, parce que moi, tu sais, mettons, je verrais que toi, tu cherches cet item-là, puis qui est à vendre, puis la personne, elle est je vais dire legit, là, c'est ça. Elle est légitime. Elle est légitime, c'est une vraie annonce. Ben ouais. Je vais pouvoir te taguer dessus parce que toi, tu l'achètes. Je dirais, Sam, check ça, c'est cool, tu sais, ouais. Check ça, c'est cool, tu cherchais ça. Ouais. La personne qui veut vraiment vendre un item, généralement, elle ne veut pas rester pris avec. Fait qu'elle va elle veut que ça sorte, c'est ça? Elle veut que ça sorte. Fait qu'elle va laisser toutes les manières possibles ben ouais. et inimaginables pour que le plus de gens voient son annonce. Versus la personne, justement, qui essaie de frauder, ne veut pas se faire stouler que c'est un fraudeur parce qu'elle veut pouvoir arnaquer le plus de monde possible et qui est les billets de spectacle. J'ai le goût d'apporter un deuxième point bonus aussi. Numéro 7. Ouais, à peu près, tu sais. J'ai le goût d'apporter un point supplémentaire avec le fait que si la situation semble être trop belle pour être vraie, faites attention. Tu sais. Puis, en fait, c'est une phrase qui est quasiment cliché, mais des fois, c'est comme, hey, c'est malade, j'ai trouvé ça, ça vaut 400$, puis je le paye 10$, j'ai un capote. Je veux pas être défaitiste, je veux pas être négatif, mais ça se pourrait très bien que ça soit une fraude. Tu sais. Puis, c'est une façon que souvent on se fait embarquer, puis qu'on se fait donc bien excité par ça, et justement, on tombe dans notre mode un peu émotif. Puis en fait, ben, c'est exactement ce qu'ils veulent, parce qu'une fois qu'on est émotif, on réfléchit pas toujours de façon rationnelle. Ouais. Et à ce moment-là, ben, on peut tomber dans le piège vraiment, mais vraiment plus facilement. C'est souvent, ils font des belles histoires aussi, là. Ah là, faut que je donne mon chien parce que là, mon enfant, il est malade, puis là, il a fallu qu'on parte à Montréal. Ouais, puis là, c'est un service XYZ qui va te livrer le chien. Mais là, il va falloir que... au début, c'est gratuit, mais finalement, il va falloir que tu envoies de l'argent à elle pour qu'elle paye le service, mais qui arrive pour te livrer le chien. Il va te le rembourser, c'est ça. C'est toujours... Si c'est trop beau pour être vrai, honnêtement, c'est quasi assurément une fraude. Et c'est justement leur façon de faire. C'est qu'ils vont faire en sorte que tu sois comme « Wow, c'est incroyable, il ne faut vraiment pas que je passe à côté de ça. » C'est du marketing, dans le fond. Ben oui. C'est du marketing, mais frauduleux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut facilement tomber dans le panneau. Puis même, je veux dire... c'est pas nécessairement des personnes... tu peux avoir quelqu'un qui est médecin qui se fait frauder aussi. N'importe qui peut se faire avoir parce que peu importe le statut qu'on a, c'est facile de tomber dans les motifs, c'est facile de se faire avoir. Donc, restez aux aguets, faites attention de ne pas vous faire pogner comme ça. Vraiment, pour vrai. Là. Puis, numéro 8, bonus que je viens de penser, parce que je pense qu'on aurait fait un top 10. Je pense que le monde aurait pu faire un top 10 avec je pense que le top 5, c'est un peu court. Quand la personne vous donne une adresse, parce que des fois, ils vont vous donner leur adresse pour vous rassurer. Oui, c'est vrai. Ça, je l'ai déjà vu. Il y a des gens qui se disaient, oui, mais la personne m'a donné son adresse, puis la personne... Puis ça, c'est triste parce que c'est quelqu'un qui m'en parlait, puis c'était une personne âgée qui cherchait. Puis là, elle passe comme devant chez eux, puis elle dit, oh, mais tu sais, telle adresse, c'est où? Puis la personne l'a regardé, puis elle a dit, c'est facile, CLSC. Oui, c'est ça. Puis la personne, elle s'en allait chercher, je me souviens plus quel item, mais c'est clairement pas le CLSC qui vendait. Quand la personne vous donne l'adresse, validez. C'est où cette adresse-là? On a Google Maps, super bel outil. Tu rentres l'adresse. C'est facile, ben oui, on a tout ça sur toutes les mobiles. Déjà en partant, si c'est pas une maison,
Point d'interrogation. Point Ok. d'interrogation. Ouais. Pourquoi tu m'envoies à cette place? Exact. Tu sais, parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui avait essayé de m'arnaquer aussi pour un animal. La personne, elle me dit, ah, mais là, je suis à Toronto, puis là, il y a une compagnie justement de livraison. Puis j'ai dit à la personne, je dis, ben, donne-moi ton adresse, je vais venir le chercher. J'ai affaire à Toronto, là. Je viens demain. Et t'as une adresse La random. personne, elle m'a donné une adresse Qui était random, c'était l'hôpital, genre, là, ouais, c'est le c'est centre ça. d'achat. Ouais, c'est ça. J'ai comme fait, ah, tu vis dans le centre d'achat, nice, parce qu'elle me disait que c'était sa maison, parce que j'ai validé avec elle avant de dire que c'était le centre d'achat. J'ai dit, Ben non, ouais. c'est chez toi, oui, c'est chez moi. J'ai dit, ok, tu vis dans le centre d'achat, toi, Ouais, c'est maintenant. ça. Cool. Tu sais, Puis en fait, c'est justement pour venir valider tout ça, mais malheureusement, c'est encore une fois un des moyens qu'ils ont trouvé pour sécuriser la personne. Et en fait, en tant qu'être humain, on est un peu mal fait. C'est-à-dire qu'on est content d'être sécurisé dans notre émotion. oui. Puis de dire, oh yes, je vais l'avoir. Mais quand t'es dans notre l'émotif, ben le oui, stress on de est vouloir tombé avoir content, ça, excité, tu sais. Puis tu on veux tombe. avoir cet objet-là parce que tu le Ouais. cherches, parce que tu le trouves beau, parce que tu... On se génère un besoin quasiment, là, tu sais. Oui. Ben ouais. Puis là, tu veux l'avoir, là, t'es comme tout content de t'être fait Puis là, ça rassurer fait avec des fois quelque chose qui était pas vrai encore. Fait que, tu sais, on avait parlé dans notre épisode par rapport à l'information validée, contre-validée, et revérifier de l'information. Faites-le. C'est une manière d'être responsable sur Internet. Ouais. Ben oui. D'être responsable, c'est justement avec notre argent, parce qu'on va se le dire, l'argent, on est dans une situation économique qui n'est pas toujours facile, notre argent est quand même précieuse. Prenez le temps de vérifier, revérifier, contre-valider, de demander plus d'infos que pas assez par rapport à l'objet que vous achetez, par rapport à éviter les dépôts. Si la personne évite vos questions, ne veut pas répondre. Oui. Que l'histoire ayez la puce à l'oreille de boboche. là que ça pourrait être une fraude. Puis honnêtement, c'est parfois mieux de payer un peu plus cher votre item ou d'acheter quelque chose dans une place legit, qui est légitime, qui va être, oui, peut-être des fois même beaucoup plus cher. Mais entre perdre 200$ ou payer 1000$ pour un item qui en vaut 1000, ben, personnellement, perdre 200$ pour le fun, ça me tente pas. Des fois, juste d'attendre. Parce que oui, là, peut-être qu'il vaut 200. Ouais. Ça se peut que parce que tu es trop prudent, tu passes à côté de la deal pour vrai, parce que peut-être que c'était legit, mais moi je me dis dans la vie, quand t'es dû, t'es dû. Ouais. Fait que des fois, même si on est dans l'émotif puis qu'on le veut là, des fois juste d'attendre, ça se peut que tu le trouves finalement à un encore meilleur prix avec quelqu'un que tu n'auras pas l'impression d'être sur le bord de te faire frauder, quelqu'un qui va prendre le temps de te prouver que c'est vrai, versus quelqu'un trop pressé puis qui est comme, ben là, si tu me crois pas, laisse faire, nanana, parce que souvent, c'est un peu ça. Ils mettent mal de questionner. Ben oui, puis là, ils vont te faire sentir coupable de, ah, puis finalement, ouais, ok, non, il a l'air correct, là, mais en plus, il va revenir ça sur moi, je vais le payer, puis on verra, puis non, on verra pas. On verra pas, parce que avoir, tu sais. C'est ça. Ouais. T'es mieux de passer à côté de quelque chose qui était peut-être vrai que de te faire frauder. 100%. Si t'es pas capable de valider à 100% que c'est legit, que c'est vrai, que c'est tangible et que ça existe, t'es mieux de passer à côté. Puis, si vous avez des questionnements par rapport à la fraude, à tout ce qui est loi, peu importe ce que vous résidez, nous on tourne le podcast au Québec, mais si on a des gens hors Québec qui l'écoutent éventuellement, il y a des lois qui s'appliquent à ça aussi. Vous pouvez contacter là, la Sûreté du Québec pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qui peut vous couvrir, qu'est-ce qui peut vous aider. Je sais bien que vous êtes fait frauder, que vous écoutez ce podcast-là aussi. Il y a des recours qui s'offrent à vous autres. On n'est pas des représentants de la loi, on n'est pas des agents de la paix. Je suis pas avocate. Non, c'est ça. Allez voir la Sûreté du Québec. Demandez-leur, ils vont être là pour vous aiguiller, pour justement pouvoir vous accompagner dans votre démarche suite à la fraude que vous avez potentiellement vécue. Si jamais il y a des gens qui veulent vous frauder, il y a toujours un potentiel aussi de les dénoncer à la Sûreté du Québec. C'est important. Donc, oui, exactement. Donc, il y a des lignes d'écoute, il y a des centres, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Bon, je n'ai pas les ressources en ce moment à tout garocher. On pourrait l'ajouter en description lorsqu'on publiera le podcast. Quand le podcast sera publié, exemple sur YouTube, le mettre justement dans la description, mettre les numéros justement des centres antifraude, de la Sûreté du Québec, peu importe, mettre toutes les ressources qui s'offrent à vous si vous pensez avoir été victime de fraude ou que quelqu'un essaye de vous frauder. Exact. Laissez-vous pas pensez pas que tout est perdu si vous êtes fait frauder. Il peut y avoir des recours. Puis si jamais vous croisez des personnes qui fraudent des gens, mais n'hésitez pas non plus à dénoncer. C'est important. Ça peut sauver
bien des sous à bien du monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je pense que on a fait pas mal de tours dans Oui. le podcast sur la fraude aujourd'hui, tabarnouche, la fraude Bon en sujet. ligne. C'est un beau sujet qu'on ne maîtrise pas à 100% peut-être, mais je pense qu'on a fait une belle couverture générale et globale. Merci à tout le monde qui ont été là en direct, tabarnouche. Merci. Encore une fois, vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, YouTube, Balado Québec, bref, sur toutes les plateformes de balado. Tous les bons agrégateurs de podcasts. Ah, c'est bien dit en plus. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner un petit peu partout. Nous, c'est de cette façon-là aussi qu'on voit que vous aimez ce qu'on propose. Merci. On a eu plusieurs personnes qui ont été disponibles aussi. J'ai vu les questions popper. On a interagi avec justement cette chat-là. C'est pour ça que le téléphone, vous le voyez devant moi. Et c'est bien aussi de voir que les verres d'eau ont baissé à exactement la même vitesse. Donc, merci beaucoup. Une gorgée. Moi, j'ai calé au grand complet. Merci beaucoup, Hello, d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. Merci à la Fondation des gardiens virtuels, encore une fois, pour la confiance qu'ils nous donnent avec Équilibre numérique. Et on se retrouve le mois prochain pour un épisode numéro 6 d'Équilibre numérique. Faire ça plus rapproché vu qu'on est en retard. Ouais, si ma santé se maintient d'ici quelques semaines, on devrait se retrouver ici pour un prochain direct. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une bonne soirée dans le fond et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye! Bye bye. Faut que je me lève, ça sera pas bien long. Bye bye tout le monde, salut.